Bienvenue dans ce module consacré aux méridiens secondaires. Avant de les décrire chacun séparément, il est bon de les resituer dans le contexte du système de méridiens. Les méridiens, globalement appelés Jingluo, consistent en 12 méridiens principaux que vous avez déjà pu analyser lors des précédentes sessions, les Jingmai, auxquels on rattache communément les 8 merveilleux vaisseaux, les Kijingbamai, et auxquels se rajoutent les méridiens secondaires, Luomai, qui se divisent eux-mêmes en 12 méridiens tendinomusculaires, les Jingjie, chacun au départ d'un méridien principal, en 12 méridiens distincts, les Jingbie, également au départ chacun d'un méridien principal, et enfin en vaisseaux Luo, qui sont eux-mêmes divisés en bas à droite de la diapositive en 12 méridiens Luo de communication, qui eux-mêmes sont également donc au départ de chaque méridien principal, et enfin de 16 méridiens Luo longitudinaux dont nous analyserons le détail à la fin de cet exposé. Mais voyons maintenant plus en détail ce que sont les méridiens tendinomusculaires et commençons par essayer de comprendre quelles sont leurs fonctions. Quand on analyse les textes classiques, on retrouve déjà une trace de ces tendinomusculaires dans le chapitre 13 du Lingshu de l'axe spirituel, puisqu'on y parle des méridiens et des muscles, méridiens et des tendons, ou plus précisément des tendons des méridiens. Ce qu'il faut dès à présent retenir, c'est que cette conception des tendinomusculaires n'est pas utilisée en acupuncture en Chine, ni même en Extrême-Orient. C'est en effet une notion qui a surtout été développée en France par Nguyen Van Nhi et Alain Chanfraud, qui commencent à parler de zones tendinomusculaires des méridiens, ou plus précisément de muscles squelettiques placés sous la dépendance des méridiens principaux. Quelques années plus tard, Outroche et Navail vont spécifier plus précisément les fonctions de ces tendinomusculaires. La première de ces fonctions, c'est de relier le squelette, de maintenir la cohésion de l'ensemble du corps et de commander le mouvement des articulations. Mais c'est Chanfraud, encore lui, qui spécifie que les tendinomusculaires véhiculent surtout l'énergie défensive, le Wei Qi, pour lutter contre les énergies perverses de l'extérieur, les énergies xié. Petit aparté pour comprendre et situer ce qu'est le Qi protecteur, le Wei Qi. Le métabolisme du Qi est complexe, se déroule en plusieurs étapes, toutes sous la responsabilité d'un Tsang, d'un organe particulier. C'est au niveau du poumon qu'est élaboré le Qi complexe, le Zongqi, à partir du Qi de l'air que le poumon extrait lui-même et à partir du Qi de la nourriture qui est extrait par le système estomac et rate-pancréas. Ce Qi complexe, le Zongqi, va être le Qi responsable du fonctionnement de la poitrine et des organes qu'il contient, le cœur et le poumon, et à travers lui être responsable de la circulation du sang et la circulation de l'énergie dans le reste du corps. Mais c'est également à cet endroit que, de nouveau, le poumon reçoit le Qi originel, le Yuan Qi, en provenance des reins. Ce Qi originel, hérité des parents, est adjoint au Qi complexe et produit le Qi véritable, le Zen Qi. Ce Qi véritable, qui va circuler dans tout le corps, est divisé lui-même en deux composantes, le Rong Qi, le Yin Qi, le Qi nourrissant qui va circuler avec les méridiens principaux, et le Qi protecteur, le Wei Qi, qui va circuler au niveau des tendinomusculaires. Ce Qi protecteur est beaucoup plus yang que le Qi nourrissant, qui lui est beaucoup plus yin. Cette diapositive et ce schéma illustrent le système méridien, puisqu'on retrouve en rouge le méridien principal yang, en bleu le méridien principal yin qui lui est apparié selon la relation interne-externe, et vous voyez à gauche de la diapositive démarrer au niveau des points d'extrémité de ces méridiens, les points ting, en noir donc le trajet du tendinomusculaire de chacun de ces méridiens, qui va circuler entre la couche de la peau et la couche des muscles. C'est donc au niveau de ces tendinomusculaires
que se trouve le premier avant-poste de lutte contre les énergies perverses représentées par le froid, la chaleur, le vent, l'humidité ou la sécheresse, toutes ces notions d'énergie perverse xié qui seront développées plus en détail lors du dernier week-end d'intégration. Voyons maintenant quel est le trajet des tendinomusculaires. Tous ces trajets ont des caractéristiques communes. Ils partent tous de l'extrémité du méridien principal, que ce soit au niveau des doigts ou des orteils, puisque, on l'a déjà vu, ils partent des points Ting, qui sont le premier des points chouantiques. Ils ont un trajet centripète le long de leur méridien principal. Ils forment des points nœuds au niveau des articulations rencontrées, qui correspondent le plus souvent aux points du méridien principal, et ils se rejoignent au niveau de points d'union, mais on verra plus loin qu'il convient mieux de parler de zones d'union qui réunissent les méridiens yin du pied entre eux, les méridiens yang du pied entre eux, les méridiens yin et yang de la main entre eux. Le plus important est de retenir au niveau des trajets des tendinomusculaires les parties de trajet qui diffèrent de celui du méridien principal. Ceci nous permettra dans la clinique de tous les jours d'identifier le système méridien incriminé lorsque les douleurs du patient ne correspondent pas forcément au trajet du méridien principal. Alors pour en revenir au niveau des points ou des zones d'union, on voit sur cette diapositive les schémas initiaux de Chanfrot qui décrivent à gauche de la diapositive en rouge l'extrémité distale des méridiens tendinomusculaires yang de main qui se rejoignent tous au niveau du point 13 VB situé au niveau de la tempe au-dessus de l'oreille. Les points yin de main en bleu à droite sur le schéma se rejoignent tous au niveau de 22 VB situé à l'intersection de la ligne axillaire antérieure et du cinquième espace intercostal. Les méridiens yang de pied se retrouvent au niveau du point 5 estomac, plus ou moins au niveau de la pommette. Les méridiens yin de pied se retrouvent au niveau du troisième point du merveilleux vaisseau vessie-conception. Cependant, selon les auteurs et les époques contemporaines, ces points d'union varient, puisque on retrouve non pas vésicule biliaire 13, mais estomac 8 comme point d'union des méridiens yang de main. On peut retrouver IG18 comme point d'union des méridiens yang de pied, et qu'on peut retrouver vessie-conception 2 comme point d'union des méridiens yin de pied. Les textes classiques ne parlent pas de ces points d'union. Tout au plus retrouve-t-on dans le compendium d'acupuncture écrit par Wang Fumi au IIIe siècle après Jésus-Christ le fait que tous ces tendinomusculaires se retrouvent dans une zone commune. C'est ainsi que vous voyez illustrer un passage en bas de la diapositive où les trois méridiens yang de pied se rejoignent tous, montent tous se nouer à la pommette. Et c'est donc pour ça qu'il convient mieux de parler d'une zone et non pas d'un point précis. Alors le trajet plus en détail du tendinomusculaire du poumon. Vous voyez qu'il démarre au niveau du point poumon 11 à l'extrémité du méridien, qu'il a des points nœuds au niveau du poignet du coude, au niveau des points poumon 9 et des points poumon 5, et qu'il se retrouve à l'épaule au niveau du point GI15. Et puis il va en fait entre le point GI15 et le point estomac 12 réaliser un trajet qui diffère quelque peu du trajet du méridien principal pour plonger au niveau du point vésicule biliaire 22, au niveau de la zone d'union en profondeur. Il va ainsi avoir un trajet musculaire superficiel qui correspond plus ou moins au niveau des muscles sous-claviers, des muscles grands et petits pectoraux, et la branche intérieure qui, du point vésicule biliaire 22,
va aller tapisser tout l'intérieur de la cage thoracique, est représentatif des muscles intercostaux de toute cette cage thoracique, ainsi que de la partie supérieure de l'implantation des muscles abdominaux au niveau de l'hypocondre. Deuxième méridien yin de main, le méridien maître du cœur, démarre lui aussi de son point d'extrémité au niveau du point MC9, croise le poignet et le coude respectivement au niveau des points nœuds correspondant à MC7 et MC3 et plonge directement au niveau du thorax, au niveau du point de la zone d'union vésicule biliaire 22. De là, une branche externe superficielle va s'étendre au niveau du thorax en suivant le cinquième espace intercostal jusqu'à la partie inférieure du sternum et de l'appendice xiphoïde. Une branche interne en profondeur va aller tapisser le cardia et le diaphragme et plonger ainsi vers la paroi abdominale en suivant le trajet de ce diaphragme. C'est ce qui permet de comprendre l'indication de piquer le point Ting MC9 lorsque le patient a des problèmes de hoquet. Troisième méridien tendinomusculaire yin de la main, le méridien du cœur, lui aussi démarre au niveau du point d'extrémité Ting cœur 9, croise le poignet et le coude au niveau des points nœuds cœur 7 et cœur 3, plonge directement au niveau de la zone d'union vésicule biliaire 22, et de là à une branche interne qui va tapisser également la paroi inférieure du grille costal jusqu'au sternum, remonter à la surface au niveau du point vessie conception 17, qui nous verrons lors du dernier week-end d'intégration à de nombreuses indications par rapport au thorax, se ramifie au cardia et descend jusqu'à l'ombilic. Le premier des méridiens tendinomusculaires yang de main, le gros intestin, démarre bien entendu du premier point d'extrémité, le point GI1, croise le poignet au niveau du point nœud GI4, le coude au niveau du point nœud GI11, l'épaule au niveau du point nœud GI15. De là, son trajet diffère du méridien principal puisque en postérieur de l'épaule, il voit une branche qui va s'étendre à hauteur de la fosse sus-épineuse qui englobe le trapèze, le sus-épineux, les muscles rhomboïdes et le dentelé postéro-supérieur. De GI15, le tendinomusculaire suit globalement le trajet du méridien principal, mais au niveau du visage, il va développer une branche qui va entourer le visage et qui va aller jusqu'à l'angle de la mâchoire inférieure hétérolatérale, ainsi qu'une petite branche susorbitaire qui va quitter cette branche qui entoure le visage pour aller jusqu'à l'aile du nez homolatérale. La zone d'union est située en haut à gauche de la diapositive, au niveau, je vous le rappelle, du point vésicule biliaire 13. Deuxième méridien tendinomusculaire yang de main, le triple réchauffeur, démarre au niveau du point d'extrémité qui correspond à TR1, croise le poignet au niveau du point nœud TR4, le coude au niveau du point nœud TR10, arrive à l'épaule, suit globalement le trajet du méridien principal jusqu'au point TR16, situé un peu en dessous et en avant de la mastoïde, mais là, une branche antérieure va tapisser le plancher de la bouche et la langue, englobant ainsi les muscles qui correspondent au plancher de la bouche et à la langue, voit une branche supérieure qui quitte le point TR23 au niveau de la partie externe du sourcil pour monter jusqu'au point zone d'union vésicule biliaire 13. Le dernier méridien tendinomusculaire yang de main, celui de l'intestin grêle, comme représenté sur cette diapositive, suit le trajet du méridien principal jusqu'à l'épaule.
À partir de là, une première ramification va se diriger en dessous vers l'aisselle et n'est pas représentée sur ce schéma. Une deuxième ramification va tapisser toute la partie de l'épaule postérieure à hauteur de la fosse sous-épineuse, englobant ainsi les muscles sous-épineux petits ronds. Une troisième ramification suit globalement le trajet du méridien principal jusqu'à l'angle de la mandibule, de la mâchoire inférieure, et de là part vers le bord externe de l'orbite. Une quatrième ramification part de la mastoïde et va donner une branche qui pénètre dans l'oreille. Une cinquième ramification enfin contourne l'oreille, descend à l'angle de la mâchoire inférieure et remonte vers l'orbite du côté externe pour se précipiter dans la zone d'union vésicule biliaire 13. Le trajet des tendinomusculaires yang du pied est un petit peu plus compliqué. Le premier de ces tendinomusculaires yang est celui de l'estomac. Alors que retenir de particulier du tendinomusculaire de l'estomac? S'il suit le trajet du méridien principal jusqu'au point estomac 41 à hauteur de la cheville, il se divise à ce moment-là en deux branches, une branche médiale et une branche latérale. La branche latérale va suivre le trajet du méridien principal de l'estomac jusqu'au creux jusqu'au creux inguinal, mais de là, elle envoie une ramification vers le point vésicule biliaire 30 à hauteur de la fesse. Cette branche latérale continue à tapisser la paroi latéro-externe des muscles abdominaux et va jusque au niveau des vertèbres dorsales inférieures et des côtes flottantes, tapisser toute la paroi musculaire de la partie postérieure de l'abdomen, essentiellement des muscles paralombaires. La deuxième branche est une branche médiale qui est beaucoup plus médiale que le trajet du méridien principal de l'estomac, qui va jusqu'à hauteur de la pointe de la rotule, où là elle donne une ramification vers le point vésicule biliaire 34, continue médialement à monter à hauteur de la cuisse jusqu'au creux inguinal, où là elle rejoint les points du vaisseau conception. Mais là suit le trajet du méridien principal de l'estomac, puisqu'elle couvre toute la partie antérieure de la paroi abdominale et toute la partie antérieure de la paroi thoracique jusqu'au point estomac 12. Là, le tendinomusculaire suit le trajet principal de l'estomac, mais à hauteur de l'angle de la mâchoire inférieure, il va donner trois ramifications. Une première ramification passe devant l'oreille, comme illustré sur le schéma au milieu. Une deuxième ramification va jusqu'au point d'union, zone d'union IG18, et une troisième ramification est péribuccale et va entourer la bouche du côté homolatéral du méridien tendinomusculaire. Deuxième méridien tendinomusculaire yang de pied, c'est celui de la vésicule biliaire. Alors que retenir de particulier par rapport à ce trajet? La première chose, c'est qu'il suit globalement sur tout le corps le trajet du méridien principal, si ce n'est qu'à hauteur du point vésicule biliaire 33, donc du condyle fémoral externe, il envoie une ramification antérieure jusqu'au point estomac 32. À hauteur du point vésicule biliaire 29, sur le grand trochanter, il envoie une ramification postérieure jusqu'au bord externe du sacrum. Ensuite, à hauteur du point vésicule biliaire 24, à hauteur du grille costal, il se divise en deux branches montantes qui vont se rejoindre à hauteur du point estomac 12. La première de ces branches montantes est antérolatérale, comme représenté sur la diapositive sur le schéma à gauche et au milieu, et l'autre branche va suivre le trajet du bord antérieur du creux axillaire. À hauteur du point estomac 12, le méridien tendinomusculaire de la vésicule biliaire monte au niveau de la tête, non plus en suivant le trajet du méridien principal, mais en suivant globalement le trajet de l'intestin grêle, puisqu'il va aller entourer l'oreille par son aspect postérieur,
À hauteur du sommet de l'oreille, ce tendinomusculaire envoie une ramification vers le point VG20 et se ramifie en terminale à hauteur de la pommette puisqu'il rejoint le point, la zone de réunion intestin grêle 18 pour se terminer à l'angle externe de l'œil et du nez. Le dernier des méridiens tendinomusculaires yang de pied, c'est celui de la vessie. Que retenir de particulier quant à son trajet? Eh bien, c'est qu'il quitte le trajet du méridien principal à hauteur de vessie 60, à hauteur de la cheville, en envoyant une branche postérieure jusqu'au calcanéum, sur toute la partie postérieure et latérale du pied. De ce même point vessie 60, une branche latérale monte rejoindre le point vésicule biliaire 34. Par ailleurs, comme représenté sur le schéma à droite de la diapositive, il suit le trajet du méridien principal de vessie jusqu'à hauteur plus ou moins de la pointe de l'omoplate. De là, deux branches vont quitter le trajet du méridien principal pour aller entourer l'épaule. Une première branche antéro-externe va dans le creux axillaire remonter jusqu'au creux sus-claviculaire à hauteur du point estomac 12, en suivant la partie antérieure et latérale du thorax. Une autre branche postérieure cette fois-ci entoure l'épaule dans son aspect postérieur et se termine au point GI15. La branche antéro-externe arrivée à estomac 12 va prolonger le tendinomusculaire de vessie jusqu'à la pommette à hauteur du point zone de réunion IG18. On retrouve la branche postérieure du tendinomusculaire qui suit le trajet du méridien principal de vessie jusqu'à hauteur de V10, vessie 10, où de là, il envoie une petite ramification retrouvée en extérieur, le point vésicule biliaire 20, et puis plongée en profondeur jusqu'à la langue. Une deuxième ramification quitte vessie 10, suit le trajet principal du méridien de vessie jusqu'au niveau du point vessie 1, au niveau de la partie interne du sourcil, et de là envoie une ramification périorbitaire et dans la cavité orbitaire. Cette ramification à partir de V1 rejoint la ramification antéro-externe qui est allé retrouver le point IG18. Les tendinomusculaires yin du pied ont un trajet plus facile. Le premier de ces tendinomusculaires, c'est celui de la rate pancréas, qui suit le trajet de son méridien principal jusqu'au creux inguinal. De là, il rejoint le point zone d'union vessie-conception 3. Première ramification vers les organes génitaux externes. Deuxième ramification intérieure va épouser les muscles du pelvis et les organes génitaux internes. À partir du point vessie-conception 3, une branche extérieure, superficielle, tapisse la paroi abdominale antéromédiale jusqu'au grille costal. Une branche intérieure, en profondeur, va tapisser cette même paroi, mais aller épouser toute la partie interne, supérieure donc de la paroi musculaire abdominale, pour aller se terminer à hauteur de la colonne lombaire, à hauteur plus ou moins du point vessie 20. Deuxième méridien tendinomusculaire yin du pied, celui du rein. Première différence avec le trajet de son méridien principal, c'est que ce méridien tendinomusculaire démarre à hauteur du 5e orteil et passe sous la voûte plantaire dont il épouse tous les muscles. À hauteur du point rein 3, de la cheville donc, il envoie une ramification tapisser la partie interne du calcanéum. Il suit ensuite le méridien principal, en tout cas son trajet, jusqu'au point vessie conception 3, le point zone d'union, et de là il envoie une branche vers les organes génitaux externes et internes. De ce même point zone d'union vessie conception 3, une branche intérieure en profondeur va longer les vertèbres dans leur partie, donc les corps vertébraux antérieurs de ces vertèbres, jusqu'à l'occiput où il rejoint le tendinomusculaire de vessie.
Il envoie également une branche superficielle qui longe cette fois-ci les muscles paravertébraux jusqu'à l'occiput où il rejoint également le tendinomusculaire de vessie. Le dernier méridien tendinomusculaire yin du pied, c'est celui du foie, qui a un trajet très simple puisqu'il suit le trajet de son méridien principal jusqu'au point vessie conception 3 et de là il se contente de n'envoyer qu'une branche interne jusqu'aux organes génitaux externes et internes. Voyons maintenant comment agir sur les tendinomusculaires et quand il faut les utiliser. L'attitude la plus commune et la plus simple est de les reconnaître grâce à la mémorisation des particularités de leur trajet. Une fois reconnus, on va dépister et piquer les points hacheux, c'est-à-dire les points douloureux sur le trajet de ces tendinomusculaires. Comme illustré sur la diapositive, bien souvent, le trajet des tendinomusculaires, ici celui de vésicule biliaire, est superposable au trajet des douleurs projetées myofaciales aux dépens de points gâchettes myofaciaux, ici en l'occurrence au sein du muscle petit fessier. Une autre attitude plus compliquée nous vient des Français, plus particulièrement de Chanfrot et Nguyen, qui ont contribué dans les années 70, je vous le rappelle, à développer ces concepts de tendinomusculaire. Le principe est le suivant, lorsque la douleur est aiguë dans le tendinomusculaire, c'est que le méridien principal est en vide et qu'il ne peut plus produire assez d'énergie défensive Wei Qi. Ça permet aux énergies perverses Xie d'envahir le tendinomusculaire. On se retrouve donc devant un tendinomusculaire en excès, qui contient des énergies perverses Xie, et un méridien principal en vide, particulièrement en vide d'énergie défensive Wei Qi. Lorsque la douleur évolue et devient chronique dans le tendinomusculaire, ces énergies Xie quittent le tendinomusculaire pour envahir en profondeur le méridien principal. Nous avons donc un tendinomusculaire en vide et un méridien principal en excès. Le principe de traitement en aigu est donc de disperser le tendinomusculaire en utilisant des aiguilles et de tonifier le méridien principal en le moxant. La moxibustion, nous le verrons lors du week-end d'intégration pratique, consiste à chauffer les points d'acupuncture ou les aiguilles. Lorsque la situation est chronique, on va à l'inverse tonifier le tendinomusculaire en le moxant et disperser le méridien principal avec des aiguilles. Comment agir sur le tendinomusculaire ? En stimulant les points hacheux, les points douloureux, en stimulant les points thing d'extrémité et en stimulant les points zone d'union. Le point ting est le premier point du tendinomusculaire et le premier point du méridien principal. C'est une zone de changement de polarité yin-yang et donc c'est un point qui est très dynamique, qui correspond particulièrement au tendinomusculaire et à ce qu'il véhicule. Les points zones d'union seront stimulés pour éviter que les énergies perverses ne s'étendent aux deux autres tendinomusculaires qui lui sont reliés. L'attitude lorsque on veut agir sur le méridien principal consiste à tonifier ou disperser selon le cas de figure le méridien en travaillant sur ces points de tonification de dispersion et d'utiliser également le point Shu et le point Qing. Tous ces points sont des points qui correspondent à des points Shu antiques et qui seront décrits lors du dernier week-end d'intégration. Le point Shu est un point Shu antique, le troisième point qui au niveau d'une articulation correspond à la zone où vont s'opposer les Xie, les énergies perverses et l'énergie défensive. Le point Qing, le quatrième point Shu antique, est un point où les Xie, les énergies perverses, vont pénétrer en profondeur dans l'articulation. Voyons maintenant comment on peut décrire un autre type de méridien secondaire, les méridiens distincts. Et plus particulièrement, nous allons commencer en essayant de comprendre les fonctions de ces méridiens distincts, appelés aussi Jingbie. Les textes classiques nous éclairent dans ce sens qu'on retrouve dans le chapitre 11 du Lingshu, de l'axe spirituel, la description de trajets de couple de méridiens associés selon la règle Biaoli, c'est-à-dire la règle interne-externe. C'est le cas d'associations comme vessie et rein, donc le méridien yang de pied et le méridien yin de pied, vésicule biliaire et foie, estomac, rate, pancréas,
gros intestin, poumon, intestin grêle, cœur, et triple réchauffeur, maître du cœur. Le chapitre 63 du Suen, des questions essentielles, décrit les symptômes associés à des malfonctions dans ces couples de méridiens et comment les traiter. Notamment, nous verrons à la fin de cette partie par la piqûre Miou, la petite piqûre. Décrit aussi que ces méridiens véhiculent l'énergie défensive, le Wei Qi dont nous avons parlé dans le cadre des tendinomusculaires, mais cette fois-ci véhiculent le Wei Qi des méridiens principaux en profondeur vers les organes et les entrailles, les Tsang-Fu, qu'ils vont protéger des énergies perverses lorsque celles-ci pénètrent en profondeur. Il existe des controverses quand on interprète ces textes, car ces textes sont parfois très hermétiques. Et cette controverse, elle est en fait entre la distinction entre méridiens distincts ou méridiens de communication de type méridien Luo, dont nous parlerons à la fin de cet exposé. Car en effet, tous renforcent les relations des systèmes de méridiens yin et yang couplés selon la règle interne-externe. Il existe un consensus cependant pour dire que les luos vont plus renforcer cette relation entre méridiens, alors que les biais, les méridiens distincts, renforcent plus cette relation interne-externe entre les organes et les entrailles qui sont liés selon ce système méridien. Alors on peut résumer tout ça en disant qu'il existe 4 fonctions aux méridiens distincts. D'une part, renforcer le couplage interne-externe entre organes et entrailles qui sont liés selon cette règle Biaoli, entre la vessie et le rein, entre la vésicule biliaire et le foie, etc. etc. Expliquer également comment les méridiens yin peuvent apporter au crâne, à la tête, du qi et du xue, donc des souffles et du sang, alors qu'ils n'ont pas de trajet qui passe par la tête. Expliquer également les relations entre des organes et des entrailles qui ne sont pas liés entre eux par leur trajet de méridiens principaux. C'est ce qui permettra en deuxième année de comprendre comment des problèmes de rein interagissent avec le cœur, ou comment des problèmes foie ou vésicule biliaire interagissent avec le cœur, ou comment des problèmes d'estomac peuvent retentir sur les fonctions du cœur. Et enfin, permet d'expliquer l'action de point d'un méridien sur un Tsang-Fu qui n'est pas traversé par le trajet du méridien principal. C'est le cas par exemple de Vessie 57 qui traite les hémorroïdes, mais qui n'a pas de trajet, donc le méridien de vessie n'a pas de trajet qui passe par l'anus et le rectum. Tentons maintenant de comprendre le trajet de ces méridiens distincts. Alors tout d'abord, comme pour les tendinomusculaires, on peut dégager des caractéristiques communes à tous les méridiens distincts. Ils partent tous de leur méridien principal au niveau d'une grosse articulation, que ce soit le genou ou la hanche pour le membre inférieur, ou que ce soit l'épaule pour le membre supérieur. Leur trajet est toujours centripète, mais cette fois-ci en profondeur dans le tronc, où ils rejoignent bien entendu l'organe ou l'entraille qui leur est lié par le système méridien, mais aussi l'organe ou l'entraille apparié par la règle Biaoli, la règle interne-externe, mais ils passent aussi par d'autres Tsang-Fu, mais c'est du cœur dont il s'agit essentiellement. Les distincts yin se jettent alors dans le distinct yang qui lui est apparié, pour ressortir avec lui au niveau de la face, de la nuque ou du cou, au niveau de ce qu'on va appeler un point de jonction supérieur. Ils passent tous, les méridiens distincts, par le point VG20, Baihui, au sommet du crâne, pour communiquer leur chi au jingbié hétérolatéral, donc à leur distinct qui leur correspond, mais hétérolatéral. Il existe des controverses au niveau des points d'où démarrent les méridiens distincts. Borsarello, qui est un auteur décédé récemment, un médecin militaire français, dans son ouvrage définit le départ au niveau des points Re, donc au niveau des points mers, les 5e points chou antiques dont on parlera lors du dernier week-end d'intégration. Mais 20 ans plus tôt, un autre auteur français définit d'autres points qui sont parfois des points Re, mais parfois d'autres points qui ne correspondent pas à des points chou antiques. Le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas vraiment ça qui nous permettra de traiter les pathologies des méridiens distincts. Donc ce qu'il faut retenir quant au trajet des méridiens distincts, c'est d'une part leur trajet profond et surtout les Tsang-Fu qu'ils rencontrent, et puis leur point de jonction supérieur sur lequel on verra il faut travailler.
Vous avez illustré sur cette diapositive les schémas originaux tels que publiés par Chanfrot et Van Nie. Vous voyez donc en bas à gauche le démarrage des couples de distincts rein et vessie. Vous voyez qu'ils passent tous les deux par la vessie, le rein, mais également par le cœur, avant que le distinct de rein plonge dans le distinct de vessie pour ressortir avec lui au niveau de la ligne occipitale, au niveau du point vessie 10. De la même manière, les distincts du foie et de la vésicule biliaire passent tous les deux par le foie et la vésicule biliaire, mais passent également tous les deux par le cœur, pour qu'ensuite le distinct de foie plonge dans le distinct vésicule biliaire et ressorte avec lui au niveau du point vésicule biliaire 1, c'est-à-dire donc au niveau de la partie externe du sourcil. Les deux distincts estomac et rate pancréas passent tous les deux, bien entendu, par l'estomac, la rate pancréas, mais également tous les deux par le cœur, avant que le distinct de rate pancréas ne plonge dans le distinct d'estomac et ressorte avec lui au niveau du point 1 estomac, donc le premier point de l'estomac au bord interne, au bord inférieur de l'orbite. Le distinct de cœur et le distinct d'intestin grêle passent par le cœur et l'intestin grêle avant que le distinct de cœur ne plonge dans le distinct d'intestin grêle et ne ressorte avec lui cette fois-ci pas au niveau d'un point du méridien intestin grêle, mais au niveau du premier point de vessie, situé au niveau du bord interne du sourcil. Le distinct maître du cœur et triple réchauffeur passent tous les deux par le péricarde, mais également par l'estomac. C'est ce qui permettra de comprendre que des points comme MC6 ou des points du triple réchauffeur ont une action puissante sur les nausées et les vomissements. Le distinct de maître du cœur se plonge ensuite dans le distinct du triple réchauffeur pour ressortir avec lui au niveau du point TR16, donc une zone située un peu en bas et en avant de la mastoïde. Enfin, le distinct de poumon et de gros intestin passent tous les deux par le poumon et le gros intestin avant que le distinct de poumon ne plonge dans le distinct de gros intestin et ressorte avec lui au niveau du sternocléido-mastoïdien, au niveau du point gros intestin 18. Voyons maintenant comment utiliser les Jingbié, les méridiens distincts, et quels sont les points sur lesquels il faut travailler. De manière générale, devant toute douleur de méridien qui est unilatérale mais qui est intermittente, et surtout si cette douleur s'associe à une atteinte du ou des tsangfu qui sont associés par le système méridien, on va penser à ce Jingbié. Alors une fois qu'on a pensé à un Jingbié, il faut bien entendu reconnaître le méridien distinct qui est incriminé, le Jingbié incriminé, et puis alors palper les points HE éventuels qu'il y a sur le trajet principal, donc sur le trajet de ce méridien principal. C'est par exemple le cas d'une sciatique S1 intermittente à droite avec un patient qui présente des symptômes dans la sphère génito-urinaire et qui présente des céphalées. C'est le trajet du méridien distinct de vessie sur lequel il faudra travailler. Un autre exemple, ce sont des patients atteints de coxarthrose intermittente à gauche qui présentent des douleurs de l'hypocondre gauche, de la dyspnée et des transpirations, et on reconnaît là le méridien distinct de vésicule biliaire. Également des patients qui ont des épicondylites chroniques, intermittentes à droite par exemple, avec de la dyspnée, une constriction des flancs et des problèmes de douleur de dents au niveau droite, on va reconnaître le méridien distinct de gros intestin. Alors, il existe décrit nouveau par les auteurs français une manière de travailler sur les méridiens distincts qui consiste à piquer les deux points d'extrémité, donc les deux points Chou-Antic-Ting, mais cette fois-ci du couple interne-externe hétérolatéral. C'est ce qu'on décrit dans le Suen comme la piqûre Miou. Piquer les deux points Chou-Antic-Rivière, donc les troisièmes points Chou-Antic du couple Biaoli, mais cette fois-ci en bilatéral. Piquer les deux points de tonification du couple Biaoli du méridien incriminé, mais cette fois-ci en homolatéral. Piquer le point de jonction supérieur du couple Biaoli homolatéral. Et piquer le point vaisseau-gouverneur 20, le point Baiwi. Alors pourquoi tous ces points? Les points Ting hétérolatéraux
Donc de l'autre côté, c'est pour établir l'équilibre dans la circulation profonde entre la gauche et la droite et attirer quelque part l'énergie perverse vers le côté sain. Ça, c'est ce qui est décrit dans le Suen, comme la piqûre Miu. Les points Shu bilatéraux, donc cette fois-ci on va piquer 4 points, mais les points Shu, ce sont des points rivières Shu antiques, par où, on l'a déjà vu pour le tendinomusculaire, les énergies perverses vont se confronter au Wei Chi de défense et vont pénétrer en profondeur dans le système méridien et donc vers l'organe et l'entraille qui leur est associé. Les points de tonification du couple Biaoli, mais homolatéraux, donc du même côté que là où le méridien distinct est atteint, eh bien, c'est parce que dans cette théorie, donc, le Wei Chi qui est véhiculé par le méridien distinct est en vide, donc il faut tonifier le méridien principal pour qu'on puisse produire plus de Wei Chi. Et enfin, les points de jonction homolatéraux, c'est pour aider le méridien distinct atteint par le méridien distinct qui lui est apparié du même côté, mais qui lui est sain. Et enfin, le point vaisseau gouverneur 20, Baihui, pour éviter que le problème du méridien distinct passe vers le méridien distinct du côté opposé, du côté sain. Un autre et dernier type de méridien secondaire, c'est la notion de méridien de communication de vaisseau Luo. Essayons tout d'abord de comprendre les fonctions des méridiens de communication. Et à nouveau, quand on se plonge dans les textes classiques, on retrouve dans le chapitre 10 de l'axe spirituel et dans le chapitre 2 du compendium d'acupuncture de Wang Fumi, la description de trajets de 15 vaisseaux Luo, 12 qui sont issus des méridiens principaux, un issu de vaisseau conception, un issu de vaisseau gouverneur et un grand Luo de rat de pancréas. Ce n'est que dans le chapitre 18 du Suen, des questions essentielles, qu'on retrouve la description d'un 16e Luo, qui est le grand Luo d'estomac, et la description de son traitement. Je rappelle ce que l'on a déjà dit lorsqu'on a parlé des méridiens distincts, c'est qu'il y a une controverse quant à distinguer justement quel est le rôle exact des distincts par rapport à celui des Luo. Tous renforcent le système des méridiens, c'est-à-dire donc à la fois les méridiens appariés selon la règle Biaoli, mais aussi les organes et les entrailles qui sont liés à ces méridiens. Le consensus actuel, c'est de dire qu'on utilisera le système de Luo pour renforcer cette relation entre méridiens plus qu'entre Zhangfu, et qu'on utilisera la notion de méridien distinct quand on veut renforcer la relation entre les organes plus qu'entre les méridiens. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit distinguer Luo longitudinal et Luo transversal. En effet, Soulier de Morand et Borsarello plus tard vont souligner que grâce au point Luo d'un méridien principal, on peut dévier l'énergie qui s'y trouve en excès vers le méridien couplé en Biaoli. Alors ces couples Biaoli, interne-externe, on les connaît, on les a déjà rencontrés lorsqu'on a parlé des méridiens distincts. Ils sont illustrés sur la diapositive. Les auteurs espagnols, en interprétant les textes anciens, vont distinguer le rôle des luos transversaux, dont on vient de parler, de celui des luos longitudinaux. En effet, les luos longitudinaux ont un trajet propre qui part du point luo du méridien principal, et les luos transversaux, ce sont ces communications entre le point luo d'un méridien principal et le point yuan, le point source du méridien qui lui est apparié. On reparlera des points yuan lors du dernier week-end d'intégration. On peut donc résumer les fonctions des méridiens Luo en disant que d'une part ils vont renforcer le couplage entre méridien et Zhangfu qui sont associés dans la relation Biaoli, relation interne-externe, que les méridiens Luo longitudinaux présentent une pathologie de trajet qui leur est propre, quand ils sont en excès d'énergie, et en excès d'énergie xi, énergie perverse, et qu'ils associent à cette pathologie de trajet des symptômes des Zhangfu qui leur sont appariés. Qu'ils ont pour rôle principal de disperser l'excès d'énergie sur un méridien principal en la déviant vers le méridien qui lui est apparié en Biaoli. Voyons maintenant quel est le trajet de ces méridiens de communication. Ici aussi, on va distinguer des caractéristiques communes. On va distinguer les trajets des luos transversaux qui vont partir du méridien principal au niveau du point luo
toujours situés à la cheville ou au poignet ou dans ces environs-là, et qui vont aller vers le point Yuan, le point source du méridien qui lui est apparié dans la règle Biaoli. Et puis on va distinguer un trajet propre aux luos longitudinaux qui part aussi du point luo, toujours situé à hauteur de la cheville ou du poignet, mais qui donc aura un trajet propre. Ceci est illustré par exemple avec le poumon, qui lui, donc son transversal part du point poumon 7 de son point luo et va retrouver le point source GI4, donc au niveau du méridien qui lui est apparié. Le trajet propre du luo longitudinal couvre la paume de la main et l'éminence thénard. Lorsque l'on parle des luos transversaux et longitudinaux du gros intestin, bien on voit que le transversal part du point GI6, le point luo du méridien du gros intestin, et retrouve le point source du poumon au niveau du point poumon 9, alors que le trajet propre du longitudinal de gros intestin va à la mâchoire, aux dents et à l'oreille. Même système lorsque l'on parle de l'estomac, donc le luo transversal d'estomac part de son point luo 40 estomac et rejoint le point Yuan, le point source de la rate pancréas au niveau du point rate pancréas 3. Le trajet propre du luo longitudinal, comme illustré sur cette diapositive, va vers la nuque, la tête et la gorge. Le point donc luo du méridien rate pancréas, le rate pancréas 4, voit démarrer son luo transversal vers le point source de l'estomac, estomac 42, et le trajet du luo longitudinal de rate pancréas va vers l'abdomen, l'estomac et les intestins. Le point luo du méridien du cœur, c'est le cœur 5, voit démarrer le luo transversal qui se dirige vers le point source du méridien d'intestin grêle, IG4. Le trajet du luo longitudinal d'intestin de cœur va vers le cœur, mais du cœur, il va monter à la base de la langue et à l'œil et permettra d'expliquer les relations qui existent entre l'organe cœur, le méridien cœur, le système méridien cœur, et la langue et l'œil. Le transversal d'intestin grêle part de son point luo IG7 et rejoint le méridien du cœur au niveau du point cœur 7, le point source du méridien du cœur. Le luo longitudinal va à l'épaule, donc le luo longitudinal d'intestin grêle. Le luo transversal de vessie quitte son point luo, le point vessie 58, et va retrouver le point Yuan du rein au niveau du point rein 3. Le trajet du luo longitudinal de vessie suit le trajet du méridien principal et a une collatérale qui va au méridien du rein. Le luo transversal du rein part de son point luo, le point rein 4, et retrouve le point Yuan source du méridien de vessie, qui est donc le point vessie 63. Le luo longitudinal de rein suit le méridien principal jusqu'au périnée, aux vertèbres lombaires, et puis va se jeter dans le cœur, et renforce encore une fois les relations qui existent entre les points du méridien du rein et le cœur. Le méridien transversal de maître du cœur quitte son point luo au niveau de MC6 et retrouve le point Yuan source du méridien du triple réchauffeur à triple réchauffeur 4. Le trajet du luo longitudinal de maître du cœur va au cœur, mais après se précipite vers l'estomac. Et donc renforce encore une fois le rôle qui est celui des points du méridien du maître du cœur, essentiellement de MC6, dans les nausées et les vomissements. Le méridien luo transversal de triple réchauffeur quitte son point luo, le point TR5, et va retrouver le point source du maître du cœur à hauteur de MC7. Le luo longitudinal de triple réchauffeur
va à la rencontre du méridien du maître du cœur au niveau de la poitrine, et puis descend lui aussi à l'estomac et renforce encore une fois l'effet, et permet de comprendre l'effet des points du triple réchauffeur dans les nausées et les vomissements. Le luo transversal de vésicule biliaire quitte son point luo à hauteur du point vésicule biliaire 37 et va retrouver le point source du méridien du foie à hauteur de x3. Il a un trajet de luo longitudinal qui va sur tout le dessus du pied. Le luo transversal de foie quitte son point luo, le point x5, et va retrouver le point source du méridien de vésicule biliaire à hauteur du point vésicule biliaire 40. Le luo longitudinal a un trajet qui l'amène aux organes génitaux externes et qui renforce encore une fois le rôle des points du méridien du foie sur les troubles des organes génitaux. Alors, les 4 autres luos sont, comme on l'a dit, le luo qui démarre du vaisseau conception à hauteur de son 15e point, situé à hauteur de l'appendice xiphoïde. Et vous voyez sur cette diapositive que le luo longitudinal a un trajet en étoile qui couvre toute la paroi abdominale. Le luo longitudinal qui démarre du vaisseau gouverneur part du point VG1 au niveau du périnée et a un trajet qui va vers le rachis et l'occiput et qui suit globalement tout le trajet du vaisseau principal, du méridien principal de vaisseau gouverneur. Le grand luo de rate pancréas démarre du 21e point du méridien principal, donc rate pancréas 21, qui, comme illustré sur la diapositive, est situé au niveau du 5e espace intercostal, sur la ligne axillaire moyenne, et il a aussi un trajet en éventail qui tapisse tout le thorax. C'est un point qui sera indiqué dans toutes les douleurs diffuses, et donc c'est pour ça que c'est un point qui est utilisé très souvent dans les fibromyalgies. Enfin, le grand luo d'estomac part du 18e point, estomac 18 du méridien principal, donc situé sur la ligne mamelonaire, à la verticale de cette ligne et à l'intersection avec le 5e espace intercostal. C'est un point qui est au départ d'un méridien luo-longitudinal qui va en profondeur au thorax, au poumon, et qui est utilisé dans le cadre des douleurs précordiales. Alors maintenant, quels sont les points importants des vaisseaux luo et surtout dans quelle indication les utiliser? Retenons que devant toute douleur de méridien qui est liée à un excès d'énergie circulant dans ce méridien, on va utiliser la notion de luo transversal, c'est-à-dire qu'on va piquer le point luo du méridien principal atteint pour en quelque sorte chasser l'énergie de ce méridien vers son méridien apparié, et on va piquer le point source du méridien qui lui est apparié pour attirer l'énergie en excès vers ce méridien apparié. L'exemple, c'est l'épicondylite chronique à droite. On verra qu'on utilise souvent ce concept de vaisseau luo dans les pathologies chroniques. On va utiliser le luo transversal de GI, donc on va piquer le point GI6, le point luo du méridien du gros intestin, et on va piquer le point source du poumon, le point poumon 9. Autre indication, tout symptôme de Tsang-Fu, d'organe ou d'entrailles auquel se relie le méridien. Donc dans la notion de système de méridien, on va utiliser cette notion de luo transversal. Là aussi on pique le point luo du méridien correspondant et on pique le point source du méridien apparié. L'exemple, c'est toutes les pathologies du nez, congestion, polype, de la gorge ou des douleurs dentaires. Ça évoque le luo transversal de poumon. Tout ce qui est troubles gastro-intestinaux, tout ce qui est vive douleur abdominale et douleur épigastrique, on va utiliser la notion de luo transversal de rate pancréas. Alors, troisième type d'indication, c'est toute douleur de luo longitudinal, donc les douleurs de trajet propre au luo longitudinal qui s'associent à des symptômes d'organes ou d'entrailles. Alors, on va distinguer d'emblée 3 grands types de douleurs. On a vu
qu'on pense au méridien tendinomusculaire lorsque les douleurs sont superficielles et atteignent la couche musculo-squelettique. Lorsque les symptômes douloureux sont irréguliers, intermittents et unilatéraux, on va penser au méridien distinct. Lorsque l'atteinte est plus profonde mais qu'elle est permanente et chronique, on va penser au luo longitudinal. De toute façon, le principe est toujours le même, on pique le point luo du méridien principal atteint et on pique le point source du méridien apparié. Les exemples, ce sont par exemple les problèmes de type rétention urinaire, problèmes de lombalgie, associant aussi des douleurs au niveau du cœur, des oppressions thoraciques, on va penser au luo longitudinal de rein. Des inflammations des organes génitaux externes, testicules, prurite génitale, on va penser au luo longitudinal de rat de pancréas ou à celui de foie. Les lombalgies qui associent des obstructions nasales, des céphalées, des saignements du nez, on va penser au luo longitudinal de vessie. Des problèmes au niveau de la paume de la main, chaleur dans la main, on va penser au luo longitudinal de poumon. Des coxalgies rebelles et qui associent des sensations de froid au niveau du dos du pied, l'impossibilité de se le relever après être assis, sont classiquement associés au luo longitudinal de vésicule biliaire. Enfin, une quatrième indication qui est mise en avant par Deadman, d'utiliser les luos longitudinaux et de piquer le point luo, ce sont tous les traitements des troubles psychiques et émotionnels. Mais de nouveau, même principe, on pique le point luo et on pique le point source du méridien apparié. C'est vrai que dans les indications des points comme reprises dans le Deadman, on trouve systématiquement des troubles psychiques et émotionnels pour les points luo. Ceci clôture le module consacré aux méridiens secondaires. N'oubliez pas de retourner sur le site de l'AMMA, le site du week-end qui consacre ce module, et de télécharger le formulaire d'auto-évaluation en ligne dont vous avez une copie ici. Ceci afin de le renvoyer au secrétariat de l'AMMA avant le week-end de rencontre. Merci.